Eh, au fait, si t'as été Game Master, tu dois être super fort en escape du coup. T'as dû casser des records, non? Oula, ouais. Bah tu connais les astuces, quoi. Bah, disons que les sachets de thé, ça casse pas des records, quoi. Et quoi? J'ai un peu de temps. Pose-toi, je t'explique. Que ce soit dans les jeux vidéo, de plateau, de cartes ou les escape games, tout le monde ne joue pas de la même manière. Selon vos valeurs, votre envie de gagner ou non, votre confiance en vous, vos peurs, vous n'allez pas forcément vous comporter comme vos partenaires de jeu. C'est ce qui différencie par exemple un bon et un mauvais perdant. Vu que j'ai encore votre attention, on va se débarrasser de la citation pompeuse maintenant, on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Un type qui trichait probablement au Scrabble. Autant dire que les escape games sont taillés pour cette idée, car en effet, à force de devoir passer des groupes de joueurs à la chaîne, un game master finit par repérer assez rapidement quel type de joueur il va avoir dans chaque groupe. Ça lui permet de savoir qui en sera le moteur, qui on peut laisser gambader tranquillement dans la salle sans trop s'inquiéter, et qu'il faut absolument surveiller durant la session. Et comme on a passé les derniers épisodes à parler un peu des bases, aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des premiers aspects techniques du métier, repérer les différents types de joueurs. Bienvenue dans ce nouveau cours 101. Alors je sais que d'autres que moi ont fait des vidéos à ce sujet pour rire de certains types de joueurs, comme celui qui casse tout par exemple ou les mauvais perdants, mais aujourd'hui on va analyser ça d'un point de vue plus stratégique, afin de bien comprendre comment choisir ces joueurs pour votre prochaine partie d'escape game. Le meneur, c'est déjà l'archétype du joueur qui va prendre naturellement la direction de l'équipe. Ah bah mince alors, si je m'y attendais... Qu'il ait déjà fait des escape games ou pas, c'est lui qui va cadrer la dynamique du groupe, donner des instructions et surtout surveiller que tout se passe bien pendant la partie. Un bon meneur va pouvoir guider son groupe vers la victoire, déjà en les encourageant, ça reste très important, mais aussi en s'assurant qu'il y a un rythme soutenu dans la recherche et la résolution d'énigmes tout au long de la partie, et surtout en aidant tout le monde à garder sa concentration. Ok les gars, il est temps de faire un petit point là du coup. Qui a trouvé quoi? Pour rappel, on a toujours un symbole de lune à trouver quelque part dans la pièce, donc si vous le voyez, n'hésitez pas à prévenir les autres. On a aussi une clé ici qui a pas servi, donc si vous avez une serrure en rab, elle est juste là, vous pouvez essayer. Toi la dernière fois, t'avais une clé dans ta poche, ce serait bien si tu pouvais vérifier, du coup on sait jamais. Et toi t'étais bon en logique il me semble, il y a une énigme numérique juste au fond, tu devrais aller là-bas, ça sera utile à tout le monde. Lâchez rien les gars, là il reste une demi-heure mais on est dans les temps, on y va. Mais cette autorité est à double tranchant parce qu'un mauvais leader va envoyer toute son équipe dans le mur. Il va donner à ses joueurs 1000 indications souvent confuses, histoire d'avoir un sentiment de contrôle sur la partie et essayer de se rassurer. Ça peut donner également la situation où le meneur de jeu va critiquer son équipe au lieu de l'encourager, ce qui certes va les faire accélérer un petit moment avec le stress, mais à force, la tension va briser toute cohésion dans l'équipe. Mais pourquoi tu te mets sur les cadenas? T'y arrives jamais là, t'es toujours nul à ça. Et l'énigme de la lune, bien sûr, c'est pas résolu encore, hein, évidemment. Mais arrête de courir partout et fixe-toi 2 minutes sur un truc, on va jamais... Voilà, c'est... Aïe 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 aïe, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais je veux divorcer. Merci bien. Hein? Point intéressant à savoir, lorsque le chef habituel d'un groupe social n'est pas présent dans le groupe, un autre meneur va prendre plus ou moins sa place de manière naturelle, donc vraiment essayez de savoir qui sera le remplaçant avant de rentrer dans la salle escape game, ça évitera les disputes. Le suiveur est un assistant utile dans le jeu, mais il a besoin d'être en groupe pour être efficace. C'est lui qui va en général aider tout le monde, tenir les indices, donner de nouvelles idées, et surtout participer à un effort commun lorsqu'un mécanisme a besoin de plusieurs personnes pour s'activer. C'est un soutien très précieux, surtout pendant les parties complexes de votre scénario. En effet, une fois qu'il aura compris la logique et ce qu'on attend de lui, il va effectuer efficacement et naturellement la tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Cependant, ce type de joueur perd beaucoup de sa réactivité si vous le laissez seul dans son coin. Il peut rapidement stresser, être désorienté, voire carrément décrocher de l'ambiance du jeu. Alors un bon conseil, assurez-vous de toujours occuper votre suiveur à quelque chose. Alors, on doit trouver la deuxième partie du code, il faut que tu déchiffres ce message écrit en hiéroglyphe tout en m'aidant à résoudre ce Rubik's Cube à l'aveugle au-dessus d'une fosse de serpent, ça ira? C'est comme si c'était fait, chef. Je peux peut-être aider parce que, si jamais j'ai trouvé un caillou, ou quelqu'un. L'électron est un indépendant, un fou furieux, un curieux, une tornade. Il veut tout voir dans le scénario et il va tout voir. Alors je préviens, je range pas après ce mec-là. Ce type de joueur va vraiment se mettre à fond dans la salle, il va oublier complètement la réalité pendant 1 heure et se dévouer intégralement à ce qu'il se passe dans votre salle. Il aura tendance à vouloir assister à toutes les énigmes du jeu, regarder tous les éléments de la salle et demandera régulièrement à ses collègues qu'ils lui expliquent où ils en sont. En toute logique, sa concentration ne restera donc pas fixée sur un seul élément du jeu, il va préférer papillonner d'énigmes simples en énigmes simples, plutôt qu'affronter une grosse énigme complexe pendant un quart d'heure qui va lui donner une impression de perdre son temps. L'avantage de ce type de joueur, c'est qu'il va pouvoir apporter un regard neuf régulièrement durant la partie, il servira de messager pour transmettre les informations entre les joueurs, et pourra apporter les indices là où il y en aura besoin.
Mais pour être le plus efficace, un électron va pouvoir se concentrer sur les énigmes simples de la salle, qu'il enchaînera à la suite, ou les mécanismes à réaliser, pendant que le reste du groupe va se concentrer sur l'énigme centrale et complexe du scénario. Alors un bon conseil, occupez-le toujours à quelque chose, sinon il va poser des questions, déconcentrer tout le monde, mélanger les indices, et au bout d'un quart d'heure, vous avez ça. Le rusher, quant à lui, est persuadé d'avoir un quart d'heure de retard dès le début du jeu. Ce type de joueur a en général une dizaine de parties derrière lui, donc il commence à avoir un petit peu d'expérience. L'excitation, la peur de la défaite ou l'envie de casser un record vont le pousser à se donner à fond pendant la partie, à résoudre les énigmes les plus complexes par esprit de challenge, et d'une manière générale, ça va être la personne la plus fiable si vous voulez avancer rapidement dans le jeu. Contrairement à un électron, le rusher va beaucoup plus se concentrer sur les énigmes complexes du scénario, quitte à les gérer intégralement seul s'il en a compris la logique. Il ne va donc pas s'éparpiller partout. Au contraire, il va plutôt enchaîner les énigmes une à une dans son coin, et une fois que vous faites un point avec lui pour savoir où il en est, il a déjà complètement plié la moitié de la salle pendant que vous étiez 4 à chercher une clé. Autant dire que si vous êtes là pour la gagne, c'est clairement lui qu'il vous faut dans l'équipe. Bon bah voilà, c'est plié, on fait une équipe de rushers, puis c'est bon, on va pas traîner 10 ans là-dessus. Ah, non. Vous vous en doutez, ça c'est défaut. Déjà car souvent la passion pour le jeu et la performance finissent par les rendre un peu taquins quand quelque chose se passe mal durant la partie. Avec l'envie de rouler sur le scénario, les manipulations sont souvent faites dans la précipitation. Les cadenas ne s'ouvrent pas facilement dans leurs mains et s'il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas du premier coup, vous entendrez souvent « il marche pas votre cadenas, vous nous devez du temps », alors que le cadenas fonctionne parfaitement et qu'il fallait juste prendre le temps de l'utiliser de la bonne manière. Autre problème récurrent, à force de faire trop de choses dans son coin, on finit par en oublier le reste de l'équipe. Équipe qui finit parfois complètement perdue car le rusher aura terminé plusieurs énigmes dans son coin et va débloquer des choses sans même que les autres ne sachent pourquoi. Du coup, deux solutions. Soit le rusher perd du temps à expliquer ce qu'il a fait pour raccrocher les wagons, soit le groupe avance sans comprendre et finit par perdre complètement le fil du jeu après quelques énigmes. Donc si vous avez un rusher dans votre équipe, faites des points régulièrement avec lui, demandez à ce qu'il vous explique ce qu'il fait de temps en temps pour ne pas être largué et que vous puissiez l'aider tout de suite s'il finit par galérer sur quelque chose. Je l'avais dit au briefing qu'il fallait communiquer ou pas? Je l'avais dit ou pas? Hein? Voilà. Votre énergie vous semblera sans limite aujourd'hui. C'est ce qui risque de vous pousser à faire n'importe quoi, évitez donc une tendance accrue à l'extravagance et à la rhubarbe que vous pourriez regretter profondément plus tard. Attends. Quoi? Qui a écrit ce truc-là? Ouais, alors tu pouvais dire boulet aussi, hein, c'était plus simple. Alors non, ici on parle d'un intérêt stratégique réel pour l'équipe. Déjà, contrairement à un rusher, une encre va pouvoir ralentir un petit peu le tempo du groupe. Ah ouais, rien à voir, effectivement. Non, mais vas-y, continue. Donc, comme je disais, l'encre va spontanément se tourner vers le partage d'informations ou le travail d'équipe. C'est lui qui va souvent expliquer la situation sur ce qu'il est en train de faire à un électron ou un suiveur par exemple. Et c'est également lui qui va régulièrement appeler à faire des points pour que tout le monde se mette un petit peu à la page. Autant certains types de joueurs vont disperser l'énergie dans la salle, autant une encre, elle, va la rassembler. Et ça, pour un meneur d'équipe, c'est génial, parce que du coup, ça évite déjà que tout le monde se disperse sur les fausses pistes, mais également, ça permet de se reconcentrer tous ensemble sur ce qui est vraiment important. C'est aussi ce type de joueur qui va se concentrer sur une énigme à la fois jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Quand il commence, il termine, et ça dans un escape game c'est très important, car ça va donner un rythme constant à l'avancée du groupe dans la partie. Si vous le mettez à travailler avec un suiveur par exemple, ça fera un excellent duo pour finir la salle tranquillement. Du coup, peut-être un peu trop. Alors si vous avez une encre dans votre groupe, n'hésitez pas de temps en temps à lui mettre un petit coup de pression pour accélérer les choses, ou à le décrocher de son énigme parce qu'il rame dessus depuis un quart d'heure pour le caler sur une autre. Parce que c'est très bien de pas abandonner sur la première difficulté, mais on va être honnête, quand c'est pas ta cam, c'est pas ta cam. Michel, tu veux pas venir nous aider à chercher le dernier morceau de mécanisme plutôt? Attends, il y a une suite logique au mur, j'essaie de comprendre. Ça s'appelle une tapisserie, Michel. Ah pardon, d'accord. Ce type de joueur est vraiment une bénédiction pour les Game Masters. Ils aiment l'ordre, ils sont organisés et leur chambre ressemble à peu près à un catalogue Ikea. Alors forcément, quand ils voient 5 types devant eux retourner une salle, c'est mécanique, ils rangent. Alors je dis pas qu'ils rangent absolument tout derrière eux, quoique certains le font. Le rangement de salle le plus rapide de toute ma vie. Ces joueurs ont besoin d'être méthodiques dans ce qu'ils font. Du coup, tout ce qui gêne est rangé, les indices non utilisés sont rassemblés dans un tas, et lorsqu'ils fouillent quelque part, vous pouvez être sûr que le moindre coin de tiroir est inspecté, vérifié et passé à la lampe UV. D'ailleurs, ce tiroir va très souvent leur servir de réserve à objets potentiellement utiles qu'ils vont traîner pendant toute la partie.
Autre point positif, une huile si elle est bien utilisée va vous faciliter la session de jeu. Elle triera les objets trouvés et saura exactement quelle clé il vous faut lorsque vous tombez sur un nouveau cadenas. Le problème c'est que plus vous leur laissez de temps pour faire leur petite organisation, moins ils en auront à vous accorder au niveau de la réflexion. Donc gardez vraiment les sous le coude et n'hésitez pas à les impliquer dans la fouille avec vous, parce que croyez-moi sur parole, ils vont chercher à des endroits que vous n'auriez même pas imaginé. Alors avec les vétérans, on n'est clairement pas au niveau des rushers, on est au stade au-dessus. Ici, on ne parle pas de dizaines de salles effectuées, mais plutôt de 50, 100, 200, voire plus. De toute façon, c'est pas très compliqué à repérer, ils ont un tatouage de cadenas sur le bras. Ils ont souvent leur équipe attitrée, avec laquelle ils viennent jouer régulièrement dans un escape. Chacun connaît ses forces et ses faiblesses, et c'est souvent eux, comme j'en avais parlé sur une précédente vidéo, qui vont vous demander le moins d'indices possible pour résoudre le plus de choses par eux-mêmes. Ils vont avoir un bien meilleur niveau en fouille et en réflexion, et ça c'est super pour l'avancée du groupe, sachant qu'à ce stade, ils vont avoir une peur de la défaite beaucoup moins importante, vu qu'ils ont déjà perdu plusieurs fois au vu du nombre de sessions qu'ils ont déjà effectuées. Le souci, c'est qu'un nouveau problème commence à apparaître, les schèmes. Et c'est complètement moche, on va dire automatisme, hein, c'est plus simple. Vu que les vétérans ont plusieurs dizaines de parties à leur actif, ça va être beaucoup plus rapide de comprendre ce qu'on attend d'eux. Notamment parce que pour certains types d'énigmes, ils les ont déjà rencontrés et résolus plusieurs fois, du coup ça va être extrêmement rapide parce qu'ils sont déjà habitués à cet exercice. Le souci, c'est qu'avec l'expérience, ils finissent par avoir des tonnes d'idées pour résoudre une seule énigme, et forcément, ça prend des plombes de tout tester. C'est d'autant plus compliqué qu'ils finissent par repérer très vite les indices, même ceux qui n'existent pas. Là, regarde, il y a une série de barres noires parallèles sur le papier, il y a des fines et des larges, donc je suis sûr que c'est un code morse, il faut qu'on trouve un traducteur. Ou alors, c'est un texte avec un mot secret, donc du coup, il faut qu'on trouve un papier avec des trous dedans, ça va nous montrer le mot. Ou, dernière idée, ce qui est possible, Un code barre, Michel, c'est un code barre. Ils ont juste oublié d'enlever l'étiquette. Oh. Oui. Tant pis. Un autre problème, c'est que s'ils tombent sur une énigme qui ressemble à quelque chose qu'ils connaissent, mais que ce n'est pas ce qu'on attend d'eux, ils vont avoir beaucoup plus de mal à sortir de leur schéma de pensée car ils se sont spécialisés, et forcément, pour eux, il n'y a qu'une seule solution possible, ou presque, contrairement à un groupe de débutants qui eux vont avoir beaucoup plus l'esprit ouvert à de nouvelles choses. Et c'est assez paradoxal à se dire, mais plus un groupe va avoir de l'expérience, plus il va s'enfermer et aura tendance à rester dans ses automatismes de réflexion, et malheureusement, ce genre de mécanisme peut les faire perdre carrément sur une énigme qu'ils ne connaissent pas. Et dans ces cas-là, ça aussi c'est paradoxal, ce qu'il leur faut le plus, c'est un débutant. Bon, les touristes, c'est un petit peu plus compliqué. Fais gaffe à ce que tu vas dire, hein, sinon ça va encore gueuler dans les commentaires. Eh, ça va, ils sont deux dans les commentaires, il y a Yann et Étienne. Niveau révolution, je devrais gérer quand même. Bon. Du coup, comme je disais, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, retenez qu'il y a deux grandes sortes de touristes, les visiteurs et les anti-jeux. Les visiteurs sont un public qui ne vient pas là pour gagner, mais pour vivre une expérience. Que ce soit de jeu, familial, par envie de nouveautés, etc., ils ne vont pas être à fond dans les énigmes et vont passer plus de temps à profiter du décor, de l'ambiance et des effets que le Game Master va envoyer dans la salle. Ils se souviendront sans doute plus de comment un type leur a présenté la mission en déguisement que de l'énigme super complexe qu'il fallait résoudre à la fin. Typiquement, c'est eux qui vont avoir des étoiles dans les yeux lorsque la porte secrète se dévoile. En gros, quand ils rentrent dans l'escape game, ils sont à Disneyland. Vous l'avez dans la tête, hein? C'est cadeau. L'avantage, c'est qu'ils vont plus facilement apprécier un scénario d'escape game et vont beaucoup plus pardonner les petits défauts d'une salle. Mais par contre, n'espérez pas trop les motiver pour être à fond dans la fouille ou la résolution de problèmes, ils vont profiter de l'ensemble du jeu et l'ambiance, les décors, c'est une grosse part de l'expérience. Si vous en avez dans le groupe, laissez-les profiter à leur rythme, c'est leur façon de jouer. Cela dit, un bon meneur pourra toujours encourager à participer plus, mais si vous avez une majorité de touristes dans l'équipe, oubliez le record tout de suite et profitez simplement de la croisière. Ok, alors du coup, les visiteurs, c'était la partie facile. Maintenant, on va passer au cauchemar des Game Masters, les anti-jeux. Quand tu veux, la régie. Hein. Ouais, bah désolé, je surveille ma session. Les anti-jeux. Alors on va faire un tir groupé et rassembler dans cette catégorie ceux qui veulent tout simplement pas être là quand la partie démarre. Il y a ceux qui se font traîner par leur famille, leur boulot via une journée team building, leur conjoint, ceux qui se sont embrouillés dans la voiture et n'ont plus du tout envie de participer, ou bien ceux qui ont un gros problème avec un des membres de l'équipe et vont profiter de la partie pour le leur faire sentir. Ils ne sont donc tout simplement pas là pour jouer et ils vont essayer de s'occuper de manière plus ou moins créative pendant la prochaine heure. Mais qui dit sortie en famille ou au travail dit aussi parfois alcool.
beaucoup d'alcool. Donc déjà on va passer vite fait sur l'intérêt de venir à 3 grammes dans un jeu de réflexion où il faut rien casser et faire attention. De plus, c'est souvent après quelques verres et aucune envie d'être là qu'on voit le pire se produire dans les salles. Casse, blague vaseuse toute la partie, engueulade entre joueurs, éléments du décor jetés n'importe où ou juste cachés pour faire une blague au Game Master, c'est malheureux mais on en arrive même à du harcèlement sexuel sur des membres du personnel, principalement des femmes, qui voulaient juste faire leur travail. Sauf que quand le dernier groupe c'est que des types de 2 mètres de haut pour la dernière session du samedi à minuit et qu'il n'y a plus un seul collègue masculin dans l'escape, je vous laisse imaginer l'état de bien-être de la Game Master en face. Après ça va, il paraît que c'est pas méchant. Alors bien sûr, je prends ici les exemples les plus graves pour illustrer les dérives possibles, mais si c'est juste pas trop votre truc, vous n'allez pas vous transformer d'un coup une fois dans la salle en monstre assoiffé de sang qui va réduire le scénario en cendres. Mais gardez en tête que certains comportements liés à ce manque d'intérêt ou parfois de respect peuvent dépasser le cadre du simple manquement aux règles pour arriver sur quelque chose de plus grave comme de la violence physique ou morale, soit envers quelqu'un du groupe, soit envers le ou la Game Master. Ouais, et là le jeu n'est plus marrant pour personne, croyez-moi. Wow, t'as complètement foutu l'ambiance en l'air, mon gars. Tu veux que je remette la chanson de Disney? Non, en vrai, je crois que je préfère le parc Astérix. Puis c'est surtout que j'ai plus de thé en fait. Eh, tu t'améliores sur tes transitions. T'as vu ? Le sachet de thé est sans doute le type de joueur le plus manipulable pour un Game Master, ce qui en fait la cible idéale pour canaliser l'ambiance pendant la partie. Son premier intérêt est déjà qu'il rayonne à un niveau émotionnel. En gros, s'il passe une bonne partie, vous allez le voir, et s'il en passe une mauvaise, ça va se voir aussi. Beaucoup de personnes extraverties peuvent endosser ce rôle dans un groupe bien sûr, mais ce qui est important de savoir c'est que vu qu'elles vont rayonner, elles vont être communicatives aux autres membres du groupe. Si durant le briefing, le Game Master arrive à persuader le sacheté qu'il va avoir peur pendant la partie, son inquiétude va peu à peu contaminer les autres au fur et à mesure du jeu, jusqu'à ce que l'intégralité du groupe soit tendue durant les 10 dernières minutes. Et croyez-moi sur parole, ça marche même avec 6 rugbyman taille comme des armoires. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, si vous arrivez à surexciter un joueur pour qu'il soit à 300% pendant la partie, le reste du groupe finira par suivre. Ah mais parce que ça infuse, ça vient de là. T'aurais pu trouver mieux, enfin je sais pas, je l'aurais appelé... Moi j'aurais appelé ça... Je sais pas... Bon allez, c'est pas mal. Le sachet de thé va donc être un élément variable. Il va soit améliorer l'ambiance de la partie, soit la détériorer. Et son utilité va donc dépendre de s'il passe un bon ou un mauvais moment. Pour résumer, autant le meneur va être le cerveau de l'équipe, autant le sachet de thé va être son cœur. Alors un conseil, repérez bien qui est qui avant de vous lancer dans le jeu, car ce sont ces deux archétypes de personnages qui vont vraiment influencer sur ce qu'il va se passer dans la salle pendant la prochaine heure de jeu. Ah, et une dernière petite chose, si le Game Master se rend compte que vous êtes ce type de joueur, je suis désolé pour vous, mais c'est comme les premiers rangs dans un spectacle d'humour, vous allez prendre en priorité. Pour terminer là-dessus, je vous suggère d'aller faire quelques parties en salle pour déjà comprendre comment vous fonctionnez dans un groupe de jeu, mais aussi savoir qui a quel rôle dans votre équipe. Ça vous permettra d'anticiper les problèmes déjà, de mieux travailler ensemble, et au final, de sortir plus rapidement de vos salles d'escape game. Bien entendu, tout le monde est un peu de chaque archétype. Un meneur peut avoir des accès de sachet de thé, une encre peut jouer les meneurs pendant une demi-heure parce qu'il est à fond sur quelque chose, ou alors se laisser porter comme un touriste parce qu'il ne comprend absolument rien à ce qu'il se passe. Vous l'aurez compris, au final, l'important reste de repérer comment se répartissent les rôles naturellement dans un groupe, ça vous permettra à terme d'obtenir une équipe équilibrée avec des compétences qui se complètent. Avec l'expérience, vous finirez par savoir intuitivement qui inviter lors de vos prochaines parties d'escape game, et avec qui vous devriez absolument éviter de venir jouer. Bon, bah après tout ça, j'ai besoin d'une pause, moi. Je vais me faire un truc à boire, tu veux quelque chose? Non, c'est gentil. J'ai déjà. Ah, pardon, j'ai rien dit. Mais du coup, il a quoi ton thé? Ah ça, c'est du café au lait. Voilà pour le petit tour des archétypes de joueurs que j'ai croisés durant mes sessions. Il y en a peut-être d'autres, j'en ai sans doute manqué, mais ça c'est à vous de me le dire en commentaire. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo ou que vous préparez votre équipe pour 2021, partagez cette vidéo autour de vous, ça me fera super plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se revoit bientôt pour le prochain cours, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos indices.